percée ukrainienne d'une première ligne de défense russe. Ces lignes fortifiées qui semblent si difficiles à franchir. Alors c'est ce qu'affirment plusieurs experts réputés, qui affirment oui, ça y est, l'armée ukrainienne a réussi à franchir une première ligne. Qu'en est-il exactement? Je voudrais vous entendre là-dessus parce que c'est l'une des actualités fortes de ces dernières heures. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors les Ukrainiens, peut-on dire que les Ukrainiens ont percé ou pas une première ligne, ces fameuses lignes de défense russes? Eh bien David, 3 experts au moins l'affirment et ce sont 3 experts écoutés, crédibles. D'abord, Xavier Titelman qui suit ce conflit de près. Le village de Blahodatne a été libéré dans l'oblast de Donetsk. La première ligne est donc franchie, mais la principale fortification russe se trouve à 15 km. Yves Bourdillon, journaliste international au journal Les Échos, que l'on connaît bien, et également sur cette antenne. Après avoir percé et nettoyé la première ligne de défense russe, les forces ukrainiennes seraient au contact de la deuxième ligne. Et enfin, Cédric Mass, historien militaire sur lequel on s'appuie souvent ici aussi. La première ligne russe est largement entamée et Moscou doit rameuter des renforts. Sur quoi se base-t-il? Essentiellement sur des chaînes Telegram de blogueurs militaires russes qui sont soit sur le front eux-mêmes, soit au contact de ceux qui le sont. Et voilà ce qu'indiquent les blogueurs. Les Ukrainiens seraient en mouvement vers 2 villes. D'abord, celle de Tokmak, 63 km seulement au nord de Melitopol. Et ensuite vers Volnovakha, 65 km seulement au nord de Mariupol, le plus grand port de la mer d'Azov. Bref, cela indique que l'avancée ukrainienne va au-delà de quelques villages pris dans la fameuse zone grise que l'on évoquait hier. Alors quand on lit « ils ont franchi une première ligne », est-ce que ça signifie qu'ils ont réussi à franchir l'une de ces lignes fortifiées, tranchées, barbelées, dents de dragon, fortifications à l'arrière? Alors l'entamer, oui, la franchir, pas encore. D'ailleurs, Yves Bourdillon a précisé son propos un peu plus tard. Je parle de la première ligne de défense et ébrécher veut dire entamer le bord, abîmer, pas fracasser, percer, transpercer. Surtout, tout dépend également de ce que l'on entend par ligne de défense. Pour réaliser les avancées de ces derniers jours, les Ukrainiens ont repoussé des positions russes, pris possession de leurs tranchées, traversé des champs de mines, mais cette première ligne n'est pas comparable aux fameuses lignes de défense multicouches, la fameuse succession de dents dragons, fossés anti-chars, tranchées et ainsi de suite, parfois sur une vingtaine de kilomètres. Ces lignes de défense multicouches, elles se trouvent notamment ici, sur cette immense plaine au nord de la ville de Tokmak, 6 couches successives dont on vous avait parlé justement il y a un mois. Et c'est maintenant que les Ukrainiens vont devoir s'y attaquer. Bien. Justine, vous restez avec nous parce qu'on va parler maintenant du rapport de force, parce qu'on en sait davantage sur le rapport des hommes, des soldats engagés de chaque côté. Simplement d'un mot, au fond, voilà, et c'est notre rôle que d'expertiser la moindre des évolutions de cette offensive, mais on n'est pas là dans les fameuses lignes réputées très difficilement franchissables de l'armée russe. Effectivement, c'est ce qu'on comprend pour l'instant. Un point de méthodologie, il faut bien dire aux téléspectateurs que nous entrons avec cette deuxième phase, ce qui est pour moi la deuxième phase de l'offensive, qui a commencé en mai avec tout un premier plan, là on est dans la deuxième. On rentre dans une période où ça va être de plus en plus compliqué à faire des commentaires sur des données vérifiables, vérifiées et précises. Les Ukrainiens ne communiquent pas, sauf à travers des vidéos de soldats effectivement déployant le drapeau ukrainien sur certains villages qui ont été libérés, sans qu'on puisse savoir si ce village, 2 heures après, a été repris ou non par les Russes. Bien. Ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. C'est une possibilité. Voilà, intellectuellement, c'est une possibilité. Et on n'a pas de moyen, sur la vidéo, de dire « Ah oui, mais attendez, ce point-là, même en partageant avec des personnes qui suivent ça de très près, les informations sont extrêmement parcellaires. » Donc c'est pour dire que ça va être compliqué et que la prudence qui est la nôtre depuis le début, le premier jour, il va falloir qu'on l'ait de plus en plus. Juste peut-être rapidement, la première phase au mois de mai cette offensive qui est planifiée, alors elle va bouger en fonction des événements. La première phase, ça a été affoler les Russes en tapant partout. Justine nous a souvent fait sur la carte ces points d'impact
qui tapaient en Russie, sur les territoires occupés, donc affoler les Russes, les affaiblir en touchant notamment des dépôts de carburant, des lignes ferroviaires, des centraux électriques, etc. etc. Ça continue d'ailleurs aujourd'hui encore. Et cette première phase, elle va continuer pendant la seconde phase qui a commencé au début de juin, qui sont des phases qui engagent, vous l'avez rappelé en début d'émission, qu'une petite proportion des 70-80 000 forces ukrainiennes réparties en plusieurs brigades qui ont été formées et entraînées, et dont les objectifs de ces 12-15 000 unités ukrainiennes, c'est de faire des reconnaissances offensives puissantes sur plusieurs axes, notamment les 2 axes qui ont été montrés en direction de Melitopol et Mariupol, parce que c'est la mer d'Azov, ça permettrait de tronçonner, d'abord de reprendre pied sur la mer d'Azov, ce qui serait extrêmement important, voilà, on le voit bien, et ce qui permettrait de tronçonner en 3 parties le front, si ça marchait. Mais pour l'instant, on est au début, et l'objectif de... Pour l'instant, Pierre, pour que ça soit bien clair, on est toujours dans la phase de test de la résistance. À mon sens, absolument. Pourquoi ? C'est-à-dire que ces unités-là doivent chercher ce que j'ai appelé les coutures du patchwork de l'armée russe. L'armée russe est un patchwork d'unités extrêmement différentes, et donc ils cherchent où se trouvent les coutures et où les coutures peuvent lâcher plus facilement. Donc ils sont en train de taper, d'avancer sur plusieurs axes. On en a parlé de 6, il est possible qu'il y en ait 10, et ils sont dans cette perspective-là. Le jour où ils arriveront, un de ces axes arrivera véritablement à sentir que ça ramollit du côté russe, que ça faiblit du côté russe, à ce moment-là, il faudra exploiter le début de la brèche en mettant en marche des brigades blindées ou des brigades mécanisées beaucoup plus puissantes pour exploiter cela. À votre connaissance, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas. Enfin, à mon sens, on n'en est pas là. Et sur les fameux villages libérés, les différentes informations laissent entendre que les Russes auraient pu justement lâcher ce no man's land qui existait à certains endroits pour se retrancher sur la première ligne dure de leur système défensif. C'est ce que Xavier Titelman dit quand on regarde bien son propos. Il dit voilà que ce qui est devant les lignes dures, là effectivement il y a pu avoir des avancées ukrainiennes, mais que véritablement le glacis, et j'aime bien l'expression de Justine, dont j'arrive pas à me souvenir, sur l'échelonnement elle a une expression qui est très bonne sur la façon d'avoir construit en étages successifs. Ça me reviendra tout à l'heure. Donc pour l'instant, on n'est pas là encore. Multicouche. Voilà, on n'est pas encore multicouche. Mais tout ça est normal. Oui. Ces reconnaissances offensives, ça va prendre peut-être plusieurs semaines, avec des erreurs, avec des pertes de matériel, etc., pour chercher les points d'entrée dans le dispositif russe. À l'heure actuelle, soyons clairs, ce qu'on découvre là, ces lignes de fortification russes n'ont pas été franchies, à l'heure qu'il est, par l'armée de Kiev. Ah oui, je pense qu'on peut être très catégorique sur ce qui se passe. Les lignes de défense russes sont ici et là ébréchées, c'est ce que disait, je crois, Yves Bourdillon, ébréchées, le mot est juste. À aucun moment, l'armée ukrainienne n'a percé la ligne de défense russe. Voilà, ça c'est clair. On n'y est absolument pas. Qu'est-ce que ça veut dire percer ? Ça veut dire, on l'expliquait, Pierre l'expliquait à l'instant, ça veut dire ouvrir une brèche large, la tenir et s'engouffrer dedans. Une fois que ça c'est fait, effectivement, la situation militaire peut changer de manière radicale très très vite, parce que il faut bien comprendre que les forces russes sont échelonnées en multicouches comme ça, sur peut-être 10, 15, 20 kilomètres, mais derrière, il n'y a plus rien. Il n'y a pas grand-chose, en tout cas. Donc, une fois qu'on a traversé la ligne, après, le terrain est libre. Pour essayer de prendre à revers, notamment. Bien sûr, le terrain est libre, à peu près. Il ne faut pas imaginer qu'il y a des soldats russes tout le long entre la ligne de front et la mer d'Azov. Ils n'ont absolument pas les moyens. Donc, mais à aucun moment, la ligne de défense russe est percée. Voilà, c'était pour bien préciser les choses. En même temps, on a une impatience qui est liée au fait que nous sommes sur une chaîne d'information continue, qu'on passe nos journées sur des réseaux sociaux. Je rappelais dans l'article que vous avez eu la gentillesse de citer que durant la bataille de Normandie en 1944, le débarquement, donc, tout comme chacun sait, a lieu le 6 juin, mais que la véritable percée, elle a lieu le 25 juillet. Donc, on est dans des délais.
Et peut-être que ce sera encore plus long, là. On n'en sait rien. Mais en tout cas, imaginez qu'une affaire comme ça puisse se résoudre en 5, 6, 7 jours. Mais non, c'est là, on se raconterait des histoires liées peut-être à notre impatience. Le mot de percée ukrainienne est une exagération. Et d'ailleurs, les trois experts qu'on cite n'utilisent pas ce terme. Mais on nous a demandé toute la journée, alors c'est vrai qu'une première ligne a été franchie, il fallait donner une réponse claire. Yves? Non, mais je me souviens que Zelensky a dit à plusieurs reprises que ça durerait des mois et des mois. On a parlé de l'automne, que ça commencerait là à la fin du printemps ou au début de l'été, je ne sais pas comment il faut dire, mais que ça durait énormément de temps. Alors, je pense à une autre percée, qui elle a été quand même plus fulgurante, c'est quand même les armées de la Wehrmacht à partir de la Belgique vers les Ardennes. Bon, mais là c'était tout à fait. Il y avait une tactique assez extraordinaire, il faut reconnaître, c'est qu'on attaquait la Belgique et la Hollande. Les Français, les Anglais se sont portés massivement pour défendre la Belgique, qui était neutre, soi-disant. Mais ça n'arrive pas souvent. Et pendant ce temps-là, évidemment, il y a eu un vide. Et puis, en plus, Hitler, contrairement à ses généraux, s'est dit on peut franchir les Ardennes. Alors que les généraux de la Wehrmacht disaient jamais on pourra franchir les Ardennes. Bon, mais ça, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Ici, on a des plaines et il y a effectivement ces multicouches et ça va prendre du temps. Et il y aura peut-être une percée, mais on verra tout de suite. Pierre, ça nous renvoie quand même à cette interrogation quand on voit ce côté multicouche. Et on va revoir l'animation qu'on montrait tout à l'heure sur cette succession de fossés anti-chars, de tranchées de combat avec barbelés, de champs de mines, de dents de dragon, puis rebelote, tranchées de combat et barbelés. Puis derrière les bunkers où il y a l'artillerie, comment est-ce qu'on franchit ça? Mais si je puis me permettre, il manque quelque chose sur ce schéma, les effectifs. Parce que si vous n'avez pas des soldats pour tenir ça, c'est simplement une question de travaux publics. Ils sont dans les bunkers avec l'artillerie. Ils sont dans les bunkers avec l'artillerie. Oui, mais il faut qu'il y en ait assez. Il faut qu'ils soient là. N'oublions pas que le front est immense. Il faut qu'il y ait Parce que si vous avez ça tranquillement, sans personne ou avec peu de gens, il suffit d'avoir quelques bulldozers, quelques démineurs et on passe. Le problème, c'est qu'il faut les tenir avec des gens qui soient là pour se battre. Et c'est là-dessus que ça va se jouer, sur la capacité du soldat russe à se battre pour protéger ça, ou pas. Et ça, on verra. Pierre, alors comment concrètement est-ce qu'on franchit tout ça? Est-ce que ça se franchit? On va rester avec l'animation pour bien comprendre. Est-ce que ça se franchit d'un coup et comment? D'un coup, non, mais dans l'histoire militaire, ça se franchit. J'ai souvent cité les armées allemandes 41-42, commandées par le général von Manstein, qui attaquent la Crimée. La défense de la Crimée, qui est en plus extrêmement compliquée parce que le passage de Kherson, de l'oblast de Kherson à la Crimée, vous avez la mer putride, vous avez des cours d'eau absolument d'une complexité à franchir. Et les Soviétiques ont construit ça pour protéger la Crimée. Et après, il y a Sébastopol, qui est sa puissance 1000. Alors comment ils ont Donc, fait? c'est imprenable. Comment on fait là? Eh bien, un élément, d'abord, ça n'est pas comme ça de façon uniforme sur les 1000 km. Donc ce qu'il faut chercher, c'est les Ardennes belges. C'est-à-dire où est-ce que la ligne Maginot-Russe s'arrête à des points de fragilité. Il y a une partie de la guerre dont on parle, que l'on commente ici, sur laquelle, alors pour le coup, on a zéro information et pourtant elle se déroule. Ce sont les cyberopérations ukrainiennes, ce sont les opérations spéciales des commandos ukrainiens de nuit qui font des pénétrations dans ces zones-là, en lien avec les partisans ukrainiens qui sont dans le dos, qui sont derrière. Il y a le point que Jean-Dominique a cité, à savoir qu'il faut des bons hommes. Alors après, très concrètement, comment on fait? Eh bien, sur les champs de mines, vous utilisez le matériel que vous avez déjà présenté dans un de vos sujets précédents, les semaines précédentes. Ce sont des systèmes, si vous voulez, de missiles qui tombent en grappe sur les champs de mines et qui font exploser les mines sur des superficies extrêmement importantes. Donc, vous déminez de façon extrêmement brutale des terrains de tennis en utilisant plusieurs salves de ce type de missiles. Vous avez des instruments, des véhicules du génie avec des pelles de l'avant, comme les pelles qu'on a au sport d'hiver pour déneiger, qui bousculent sans difficulté les dents de dragon, parce que les dents de dragon, elles n'ont pas 2 mètres, 3 mètres d'enracinement dans le sol. Et puis, vous avez les préparations d'artillerie.
C'est-à-dire que vous faites ça, et puis après, sur la zone d'attaque que vous voulez tester, ou sur laquelle vous voulez faire éventuellement une diversion, vous bombardez, notamment avec les lance-roquettes multiples que les Ukrainiens ont, comme les Russes d'ailleurs, type Grad, Smerch, etc. Et vous allez saturer la zone de destruction, etc. Et une fois que vous avez ça, le renseignement, notamment des drones, va permettre de voir quelle tête a cette zone, surtout si c'est démultiplié sur plusieurs endroits, et vous pouvez chercher à ce moment-là à franchir. Même s'il y a les bunkers avec l'artillerie qui va vous bombarder pendant que vous faites la franchise. Oui, non, ça se détruit. Ça se détruit. Ça se perce, ça se détruit. Il faut une concentration. On peut percer les bunkers aussi. Alors, je ne veux pas du tout démentir Pierre, mais quand on voit ce schéma, on pense à la guerre de 14. Je veux dire, il y avait des tranchées, et pendant 4 ans, finalement, on a très peu bougé de part et d'autre. Alors, je ne veux pas du tout donner ce scénario-là, mais c'est vrai que quand on voit toutes ces lignes, c'était comme ça depuis la mer du Nord. Et Ludendorff a réattaqué en avril 18, a refait la guerre de mouvement. Un personnage comme Rommel, le maréchal Rommel, qui s'est illustré malheureusement contre la France à la tête d'unités blindées, il faisait partie des corps francs en 17-18, qui étaient chargés justement d'aller percer. Alors, il n'y avait pas de champ de mine à l'époque. Voilà. Mais si vous voulez... Rien, les dents de dragon, on peut les bousculer. Rien n'est infranchissable. Rien n'est infranchissable. Et le fossé, là, vous nous disiez, avec les véhicules du génie, des véhicules qui peuvent mettre des ponts. Mais alors, ça demande, si vous voulez, d'avoir des frappes sur les arrières pour écraser les combattants russes dans les bunkers, dans les tranchées et dans les bunkers. Dans les bunkers, vous avez des bombes anti-bunkers qui sont capables de les dessoucher, en quelque sorte, de les soulever. Donc, il faut taper derrière pour avoir des actions de partisans ou de commandos de forces spéciales ukrainiennes qui vont justement à cet endroit-là saturer les communications, détruire, l'artillerie qui va taper au loin de façon à ce que les engins du génie puissent travailler en relative tranquillité. L'inconnu, là, qu'on ne voit pas, que je soulève, c'est un point que je soulève souvent, c'est l'aviation russe. Qu'est-ce que l'aviation russe va faire? Est-ce que Poutine va donner l'ordre de sacrifier son aviation parce qu'il y a un système de défense sol-air extrêmement dense du côté ukrainien? Est-ce que Poutine va donner l'ordre, finalement, d'avoir une optique un peu kamikaze? Alors, pas dans le sens où les avions russes vont aller se fracasser, ça, c'est pas des bâtiments de la flotte américaine dans le Pacifique. Mais là, s'il y a une menace importante du ciel, à des points, il pourrait y avoir un fléchissement sérieux. Là, ça peut être très compliqué pour les unités ukrainiennes au sol. On vous retrouve, Justine, parce qu'on a une idée plus précise du rapport de force et en particulier des précisions sur l'ampleur des forces engagées côté ukrainien. Hier, on évoquait 12 brigades, 3 brigades. Maintenant, on a le tableau plus général. Oui, effectivement, on y voit un petit peu plus clair. Selon le colonel Michel Goya, l'armée ukrainienne, c'est aujourd'hui 110 brigades d'environ 3000 hommes, donc l'armée ukrainienne compte aujourd'hui au moins 330 000 soldats et gradés. Sur ces 110 brigades, une vingtaine vont participer à cette contre-offensive, soit environ 60 000 hommes, dont plus de la moitié ont été entraînés par les armées occidentales. Écoutez Michel Goya. Donc une vingtaine sur 110, ça paraît relativement peu, mais il faut bien comprendre que derrière aussi, il faut alimenter, il faut de la logistique, il faut des obus d'artillerie, etc. Donc vous ne pouvez pas alimenter tout le monde, toutes les brigades en même temps et à la même quantité. Donc on concentre sur une certaine force, et puis de toute façon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de soldats, parce que plus vous avez de soldats, plus vous avez de cibles, en réalité. Hein. Donc là, on est au bon dosage d'unités pour monter cette opération. Poursuivons dans le détail sur ces 20 brigades, et je parle sous votre contrôle sur ce plateau. 3 brigades d'assaut seraient engagées dans cette contre-offensive à ce jour. Merci Justine. Alors, il dit, ça paraît relativement peu, mais on ne peut que s'accorder à son impression. 110 brigades dans l'armée ukrainienne, une vingtaine seulement, pourrait-on dire, qui vont participer à cette offensive. Et là-dessus, 3 pour l'instant engagés. Bon, on est dans la phase de test. Mais une vingtaine seulement, Jean-Dominique. Oui, mais ce n'est pas étonnant, parce qu'effectivement, on ne sait pas à quel moment de l'offensive on est réellement. Moi, je pense qu'on est plutôt effectivement dans une phase de préparation, de test, de reconnaissance en force, également de vérification in vivo, d'une certaine manière, par l'expérience douloureuse parfois. Oui, mais pardon, Jean-Dominique, ma question c'était... S'il y a 110 brigades au total dans l'armée ukrainienne, on nous dit que quand l'offensive battra son plein,
il y en aura une vingtaine seulement sur 110 qui participeront? Parce qu'il faut tenir le reste du front, d'abord, et puis il y a des brigades territoriales, et puis en fait, on n'en sait rien. On verra bien combien ils ont utilisé. On n'en sait rien. Écoutez, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, à la mi-juin, c'est le dispositif. On verra à quoi il ressemblera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Tout ça, c'est des choses vraiment qui bougent. Aujourd'hui, ce que dit Michel Goya, il a raison. Il dit, il n'y a pas grand-chose d'engagé. Voilà. Mais de toute façon, il n'y aura jamais toute l'armée ukrainienne. Il n'y aura jamais 100 brigades engagées. Et là, on parle de 20% de l'armée ukrainienne. Oui, mais si vous engagez 20 brigades, déjà, ça fait un point qui rentre, ça fait mal, 60 000 hommes. L'armée française, il faut quand même bien imaginer qu'on peut en engager 15 000. 15 000, il faut s'il fallait mener une opération de ce genre. L'armée française, si on devait faire quelque chose, on en engagerait avec des difficultés 15 000. Là, on parle d'en engager 4 fois plus, avec pas mal de choses derrière. Donc, attendons de voir. Il est meilleur, en théorie, les meilleurs aussi. Ceux qui ont été formés en Occident. Manifestement, ils n'étaient pas tous très très bons. Hein. On va pas. Bon, mais en tout cas, les mieux équipés, puisqu'ils ont été équipés. Mais quand même, 60 000, ça fait du monde. Hein. Oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut aussi regarder une carte de l'Ukraine. Il y a toute cette frontière avec la Russie et plus la Biélorussie. Donc, il faut se garder de ses arrières. Hein. Enfin bon, je ne sais pas combien de brigades ça représente, mais on parle de 900 000 km de front, mais il faudrait ajouter les presque 800 à 900 km qui est la frontière internationale avec la Russie, plus la frontière avec la Biélorussie. Donc, il faut bien imaginer la catastrophe pour l'Ukraine qu'il y ait. On verra. Imaginez que les brigades peuvent être relevées, c'est-à-dire une brigade, elle va être engagée 1 mois. Au bout d'1 mois, elle peut être relevée par une autre parce que les gens sont épuisés, parce que la brigade a eu trop de pertes, parce que voilà. Donc, il y a des rotations qui peuvent se faire. On est dans la longue durée quand même. Vous êtes comme moi étrangère a priori à la chose militaire. Est-ce que vous êtes surprise d'entendre ce rapport de force? Du côté militaire, à mon avis, tout était bien expliqué par les vrais spécialistes. Moi, je peux juste souligner que parfois les chiffres peuvent nous tromper quand on compare, parce que quand on parle aussi des 60 000, peut-être on compare avec plusieurs centaines de mille du côté russe, parce qu'on sait que Poutine a engagé déjà l'armée professionnelle russe, qui est assez nombreuse. Après, il a mobilisé minimum 300 000 personnes. Et malgré tout ce qu'il dit publiquement, on sait, c'est à 100% qu'en Russie, la mobilisation continue, qu'il y a une mobilisation rampante, qui en fait continue à chercher dans les villages, dans les villes, toutes les semaines, les gens pour les envoyer en front. En plus, ils ont pu aussi forcer les conscrits pour signer les contrats avec l'armée. Donc tout ça, ça donne un chiffre assez impressionnant et on pense que c'est face à ce grand chiffre, les Ukrainiens doivent mener les opérations. Sauf que quand on regarde plus en détail dans l'armée russe, on voit qu'il y a très peu de motivation et dans la guerre, on sait que c'est très important de comprendre pourquoi tu dois risquer ta vie, presque mourir peut-être ce jour. Et on sait que du côté russe, il y a des gros problèmes avec la motivation, même s'ils sont sur la défensive, comme certains experts me disent, quand même, c'est pas juste en film, en jeu vidéo, c'est pas une promenade. Les gens sont sur place, dans les tranchées, ils doivent chaque fois prendre une décision, qu'est-ce que je fais? Donc du côté russe, il y a ce problème qui est très grave, à mon avis, pour le moral et qui peut changer beaucoup de choses sur le front. Et du côté ukrainien, on sait que c'est à l'envers. Les Ukrainiens sont très motivés, ils sont soutenus par leur peuple et ils sont vraiment ils sont prêts de faire tout pour récupérer l'intégrité territoriale de leur pays. Côté